Là, je présente Masumi Nagasaka, que vous connaissez, qui a fait sa thèse ici, il a fait une thèse à Toulouse et une thèse à Wuppertal. Ah, là, c'est une co-tutelle, d'accord. Bon. Donc, une co-tutelle entre Toulouse et Wuppertal. Donc, elle est actuellement postdoctorante à l'Université d'Osaka et à Toulouse, Jean Jaurès. Et donc, elle va nous parler du primat donné à la dialectique transcendantale sur l'esthétique transcendantale, Emmanuel Levinas contre Kant et le problème de la métaphysique. Merci beaucoup pour cette présentation et merci, je tiens à remercier Flora qui m'a donné cette occasion précieuse encore cette année et puis Nelson qui organise aussi toute cette beau colloque. Donc je lis mon texte. Dans cet exposé, afin de réfléchir sur l'épistémologie et esthétique chez Levinas, nous nous focaliserons sur la réception levinasienne de l'œuvre de Heidegger, publiée en 1929, Kant et le problème de la métaphysique. Nous le désignerons désormais comme Kant-Bouffe. Cette œuvre tourne autour de la problématique à la fois épistémologique et esthétique. Épistémologique puisque Heidegger y tente de décrire l'entente de l'être, Seinsverständnis, ou sa réminiscence, Vida et inhérent, en la superposant à la conception consciente de la connaissance transcendantale. Esthétique, puisque sa lecture de Kant consiste à donner le primat à l'esthétique transcendantale en y subordonnant la logique transcendantale. Cette subordination va, nous le verrons, jusqu'au point où la dialectique transcendantale est totalement absorbée dans l'esthétique transcendantale, ce dont Levinas essaie de se dissocier. Afin d'examiner ce sujet, nous commencerons dans un premier temps par rappeler des thèses essentielles proposées dans Kant-Bouffe, notamment en nous focalisant sur son traitement de la dialectique transcendantale, entre autres en ce qui concerne la notion d'idéal transcendantal. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la lecture qu'en fait Levinas. Ainsi, nous constaterons comment Levinas remet en question l'esthétique transcendantale, élargie par Heidegger, et restitue la dialectique transcendantale à sa hauteur. Donc, j'entre dans la première partie, la subordination de la dialectique transcendantale à l'esthétique transcendantale dans Kant-Bouffe. Dès le début de Kant-Bouffe, Heidegger déploie sa réflexion sur la vérité qui se superpose à celle qu'il dessine dans Sein Zeit, à savoir que la connaissance d'un étant, connaissance antique, est précédée de l'entente de l'être, Seinsverständnis, connaissance ontologique. L'enjeu de Heidegger consiste à interpréter le renversement copernicien de Kant comme le renversement de la connaissance antique à la connaissance ontologique. Ce qui devient l'axe de cette lecture heideggerienne de Kant est la problématique de la finitude, à partir de la thèse kantienne selon laquelle l'être humain n'a que l'intuition sensible et est privé de l'intuition intellectuelle. Heidegger développe sa pensée de la finitude. L'être humain peut tout au plus recevoir hinnehmen, ce qui est présent vorhanden, dans affection de l'esprit, Gemüt. C'est pour se recevoir que l'être humain a besoin de sens, Sinn. En prenant ainsi la sensibilité au sens ontologique, nous comprenons pourquoi Kant a pu penser une sensibilité non empirique, telle que le temps et l'espace comme les intuitions pures a priori. Selon Kant, la connaissance s'établit dans la liaison entre l'intuition et le concept, la pensée. Or, la connaissance ontologique que Heidegger cherche dans la philosophie transcendantale kantienne est la condition de la possibilité de la connaissance de l'étant et non la connaissance de l'étant elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une simple liaison entre l'intuition et le concept, mais une liaison entre l'intuition pure et le concept pur qui, tous les deux, ne se rapportent à aucun étant. Parmi les intuitions pures, le temps est plus universel que l'espace, car lorsque l'espace est intuitionné par le sens externe, cela présuppose déjà que le temps est lui-même intuitionné. Ainsi, Heidegger conclut qu'en éclaircissant la manière dont le temps, intuition pure et universelle, et la notion, à savoir concept pur de l'entendement, s'unissent à Heidegger fondamentalement, on peut clarifier la condition de la possibilité de la connaissance transcendantale. En effet, catégories et notions sont des homonymes qui désignent le concept pur de l'entendement. Cependant, Heidegger distingue ces deux termes. Selon lui, la notion est le concept pur de l'entendement, tandis que la catégorie renvoie à ce qui naît de synthèse du temps et de la notion. Ainsi, Heidegger conclut que c'est la déduction transcendantale des catégories qui éclaircira la condition de la possibilité de la connaissance ontologique. Selon Kant, la déduction transcendantale des catégories
et l'explication de la manière dont des concepts peuvent se rapporter a priori à des objets. Néanmoins, dans le contexte de la lecture faite par Heidegger, il s'avère que la déduction transcendantale des catégories n'est rien d'autre que, je cite, l'éclaircissement de la possibilité interne de la connaissance ontologique, fin de la citation, à travers le développement de l'essence des catégories. Heidegger se propose ici de s'appuyer sur la déduction transcendantale de la première version de critique de la raison pure, à savoir la première déduction. Kant y tout d'abord décrit trois sortes de synthèse séparément, à savoir l'appréhension dans l'intuition, la reproduction dans l'imagination et la recognition dans le concept. Et ensuite, il les décrit en leur enchaînement. Cet enchaînement se décrit dans deux manières. Premièrement, il part de la perception pure vers l'expérience possible, et deuxièmement, il part des phénomènes empiriques vers l'entendement. Au jeu de Heidegger, ce n'est rien d'autre que la description de la manière dont le concept pur se rapporte à l'intuition pure, et inversement, de la manière dont l'intuition pure se rapporte au concept pur. Dans les deux cas, comme le décrit Kant, est présupposée l'imagination pure qui est la seule à pouvoir lier le concept pur et l'intuition pure. À partir de là, Heidegger développe sa thèse selon laquelle la sensibilité et l'entendement ont leurs racines communes dans l'imagination transcendantale. Bien au-delà de cela, Heidegger tente d'écrire la structure interne de la liaison que le temps et la notion réalisent par la médiation de l'imagination transcendantale. C'est le passage sur le schématisme qui éclaire cette structure interne. Pour un objet empirique tel qu'une assiette, le concept de cercle s'applique facilement. Mais cela n'est pas possible pour le concept pur de l'entendement, car il ne peut jamais correspondre à l'intuition empirique. D'où la question de savoir comment les catégories s'appliquent au phénomène. Cette application est possible, comme l'explique Heidegger, à travers la sensibilisation, des catégories. C'est le schéma qui accomplit la sensibilisation du concept. Or, étant donné que pour Heidegger, il s'agit d'éclairer la structure interne de la connaissance ontologique, il est nécessaire de penser la sensibilisation pure, du concept pur, à savoir le schématisme qui ne donne aucun état. Selon Kant, ce qui est homogénéité à la fois avec les catégories et les phénomènes, c'est le temps. C'est la détermination transcendantale du temps qui, comme schème du concept de l'entendement, médiatise la subsumption des phénomènes sur les catégories. Ainsi, le schème de quantité renvoie à la série de temps, Zeitreihe, le schème de qualité au contenu de temps, Zeitinhalt, le schème de relation à l'ordre de temps, Zeitordnung, et enfin le schème de modalité à l'ensemble de temps, Zeitbegriff. À partir de là, Heidegger soutient que c'est le schématisme qui opère la production temporelle hegelienne de la connaissance ontologique. Ainsi, le temps est décrit dans la lecture heideggerienne de Kant comme ce qui émerge de l'imagination transcendantale. Heidegger caractérise, comme nous le verrons, la manière Art und Weise de cette émergence par la notion d'auto-affection. Kant oppose l'espace qui subsiste, beharrlich, au temps qui court sans cesse, beständig fließen. Dans l'intuition de l'espace, ce qui est donné est un substrat, à savoir quelque chose de subsistant, etwas Beharrliches. En revanche, le temps est intuitionné dans la modification de l'esprit, modification des Gemüts. Kant définit ce cours sans cesse comme une succession pure de maintenant, reine nachher an der Jetzt-Folge. L'intuition pure de la succession pure n'est pas le recevoir, il n'est même ce qui est présent, ein Anwesendes. Kant l'explique en affirmant que le temps est la représentation du rien, représentation d'aucun étant, il est l'affection de l'esprit par lui-même. Comme le récapitule Heidegger, le temps est donc l'auto-affection pure, reine Selbstaffektion. Il établit le fait même que le soi se rapporte à soi. Ainsi, Heidegger présente le temps comme la structure essentielle de la subjectivité. Ainsi, pour Heidegger, ce n'est pas l'entendement ni la raison qui donne l'unité à la connaissance, mais bien l'imagination transcendantale. Premièrement, Heidegger, comme nous l'avons vu, attribue l'unité qui accomplit l'entendement, à savoir la perception transcendantale, à la fonction originaire de l'imagination transcendantale. Deuxièmement, il attribue même l'unité qu'ordonne la raison à la fonction originaire de
l'imagination transcendantale, dans la mesure où l'idéal transcendantal peut être compris comme le produit de l'imagination transcendantale. Or, Kant dit clairement que l'idéal de la raison est tout autre chose que l'idéal comme produit de l'imagination, à savoir l'idéal de la sensibilité. Je lis le note 14. Par exemple, il s'agit d'un personnage idéal dans un roman ou un idéal de peintre. Ce sont des exemples des idéaux en tant que produit de l'imagination. Ça veut dire l'idéal de la sensibilité. Des idéaux comme produits de l'imagination sont certes le modèle inaccessible d'intuition empirique possible, dit Kant, mais ne fournissent pourtant aucune règle susceptible de définition et d'examen. À l'opposé de cela, ce qui est visé dans l'idéal de la raison, je cite Kant, doit être complètement déterminable d'après les règles a priori. Fin de la citation. Cette thèse de Kant s'oppose diamétralement à celle que Heidegger déploie dans Kant-Bouffe. Néanmoins, selon Heidegger, Kant refuse ici que l'idéal transcendantal soit produit de l'imagination empirique productrice, et il n'est pas exclu qu'il soit produit de l'imagination transcendantale. Or, pour Kant, l'idéal transcendantal est l'objet de la pensée pure et ne peut jamais être donné dans l'intuition sensible, qu'il s'agisse de l'intuition sensible empirique ou de l'intuition sensible non empirique. Ainsi, Heidegger élargit la fonction de l'imagination transcendantale jusqu'à la sphère au-delà de l'intuition sensible, à savoir la sphère de l'apparence transcendantale. Cependant, pour Heidegger, son projet consiste bien à surmonter l'apparence transcendantale, car il interprète l'expression apparence transcendantale en l'associant à l'oubli de l'être. Dans cette lecture, l'ontologie fondamentale, qui n'est rien d'autre que la réminiscence vide et inhérente de l'être, consiste à surmonter l'apparence transcendantale en se libérant de la finitude, à savoir en s'œuvrant à une certaine infinitude, Unendlichkeit. Ainsi, Heidegger se demande à la dernière page de Kant-Bouffe, est-il censé et légitime de penser que l'homme, parce que le fondement même de la finitude lui rend nécessaire une ontologie, c'est-à-dire une compréhension de l'être, est créateur et donc infini, alors que rien ne répugne aussi radicalement à l'ontologie que l'idée d'être infini? Mais la finitude dans le Dasein se laisse-t-elle développer, ne fût-ce qu'un problème, sans présupposer quelque infinitude? Et de quelle nature est cette présupposition? Que signifie l'infinitude ainsi posée? Ça, c'était la citation de Heidegger. L'ontologie fondamentale révèle la possibilité de l'entente de l'être dans l'être humain en dévoilant la fonction de la synthèse originaire de l'imagination transcendantale. Dans celle-ci, l'être humain est créateur et en ce sens peut être infini, non pas au niveau ontique, mais ontologique. Or, Heidegger semble lui-même être très conscient du danger engendré par cette conclusion. Et c'est pour cela même qu'il laisse cette question ouverte. Néanmoins, si nous songeons à la cohérence de sa thèse à travers cette œuvre, Kant-Bouffe, nous pourrons interpréter ce passage comme permettant d'entrevoir l'infinitude ontologique dans l'imagination transcendantale, dans la production guichéenne de l'être, du temps et du soi. Un tel point de vue présente un grand danger, car il peut contrarier l'enseignement de la dialectique transcendantale, selon laquelle l'idée de l'infini, à savoir l'idéal transcendantal, n'est pas objet de la connaissance. Et je passe à la deuxième partie de mon exposé, intitulée Réception lévinaisienne de Kant-Bouffe, sa contestation de la subordination de la dialectique transcendantale à l'esthétique transcendantale. Après avoir énuméré les thèses principales de Kant-Bouffe, nous verrons maintenant quelle est la réaction de Lévinas à l'égard de cette œuvre. Déjà dans l'article publié en 1932, intitulé Martin Heidegger et l'ontologie, Lévinas se réfère à la Kant-Bouffe. Il traite Heidegger comme un philosophe qui développe une thèse préparée par Kant. Il s'agit de la distinction entre l'être et le temps. C'est à partir de cette distinction kantienne que Heidegger a pu superposer son analyse transcendantale, son analytique existentielle à la philosophie transcendantale kantienne. Or, si dans cet article, la critique n'est pas encore apparente, dans cet article de Lévinas, dans une recension publiée en 1934, Lévinas ne cache pas son jugement sévère sur Kant-Bouffe. Il s'agit de la recension de l'article de Helmut Mulchen
intitulé L'imagination chez Kant, dit Einbildungskraft by Kant. Étant donné que l'écriture de cet ouvrage a été fortement influencée par la lecture heideggerienne de Kant, l'évaluation qu'en fait Levinas vise non seulement l'auteur München, mais aussi Heidegger. Levinas remarque clairement que la notion de finitude chez Kant a donné un ancrage décisif à l'interprétation heideggerienne. Levinas récapitule la thèse heideggerienne selon laquelle il est nécessaire pour Kant d'introduire la notion de faculté d'imagination pour compenser le clivage de la réceptivité, de la sensibilité et la spontanéité de l'entendement. Il précise que la manière dont cette médiation s'accomplit est décrite dans la déduction transcendantale. Levinas présente ainsi la thèse de München, fortement influencée par Heidegger, selon laquelle Kant pressent que l'imagination du temps est le sujet lui-même, mais étant prisonnière des notions de la sujet-substance et du temps linéaire, il ne parvient pas à formuler cette identification de l'imagination avec le sujet. Après avoir récapitulé cette thèse générale de München, Levinas émet un jugement très sévère à l'égard de celui-ci et de Heidegger. Je lis un peu note au bas de page 23. Citation de Levinas. Nous nous méfions des entreprises qui, sous prétexte de découvrir la signification profonde d'une philosophie, commencent par en négliger la signification exacte. Fin de la citation. Nous y voyons un refus très manifeste de suivre l'interprétation heideggerienne de Kant. La question de la finitude est celle sur laquelle Levinas revient à plusieurs reprises. Dans l'article de la description à l'existence 1949, Levinas récapitule avec une clarté éclatante l'enjeu de la philosophie heideggerienne qui conçoit la finitude sans se référer à l'infini, mais à partir de la finitude elle-même, à savoir de la possibilité de la mort. Je cite Levinas, le pouvoir de l'être fini, c'est le pouvoir de mourir. Fin de la citation. Heidegger arrive à lier la notion consciente de la finitude à la problématique de la finitude dans Einsicht. La finitude de l'intuition humaine, limitée à celle de la sensibilité, est liée à la thèse de l'être pour la mort. Or, l'enjeu de Levinas consiste justement à revendiquer l'expérience de l'infini à partir de laquelle seul l'être humain peut se concevoir comme fini. C'est pour cette raison que Levinas lance, dans Totalité infinie, sa critique à l'égard de la notion consciente de l'infini conçue à partir de la finitude, qualifiée de l'idéal transcendantal. Je cite Levinas, la notion consciente de l'infini se pose comme un idéal de la raison, comme la projection de ses exigences dans un au-delà, comme l'achèvement idéal de ce qui se donne, comme inachevé, sans que l'inachevé se confronte à une expérience privilégiée de l'infini, sans qu'il tire de cette confrontation les limites de sa finitude. Fin de la citation. Cette critique levinasienne de l'infini conçu par la finitude, ou de la finitude sans l'infini, est également adressée à Heidegger. Dans une contribution à Encyclopædia Universalis, pour la rubrique intitulée Infini, Levinas revient à sa thèse selon laquelle Kant instaure une nouvelle façon de traiter la finitude et Heidegger développe cette finitude comme être pour la mort. Après cette esquisse, Levinas indique la dernière page de Kant-Buff, dans laquelle Heidegger évoque une certaine infinitude. Comme nous l'avons vu, Heidegger se demande ici si la finitude ne présuppose pas une certaine infinitude et laisse cette question ouverte. Néanmoins, Levinas souligne ces guillemets mis au mot présupposé, puisque Heidegger mis guillemets au mot présupposé, et considère cela comme une marque de la méfiance heideggerienne à l'égard de la présupposition de l'infini. Ainsi, nous avons constaté que Levinas observe la continuité de Kant et Heidegger à travers leur traitement de la finitude. Néanmoins, dans les années 70, Levinas commence plutôt à souligner la distance de Kant et Heidegger. C'est surtout à travers sa lecture de critique de la raison pratique que cette distance s'accentue. Dans le texte qui date de 1971, Levinas fait l'éloge de la conception consciente de primat de la raison pratique, de la raison théorique. Dans le passage intitulé du primat de la raison pratique pure, dans sa liaison avec la raison spéculative pure, Kant écrit, je cite, « Dans l'union de la raison spéculative pure avec la raison pratique pure en vue d'une connaissance, le primat revient à cette dernière, à savoir la raison pratique pure. Car sans cette subordination,
surgirait un conflit de la raison avec elle-même. Fin de la citation. Lévinas apprécie Kant dans la mesure où l'infini, à savoir l'idéal transcendantal, n'est pas rejeté mais exigé par la raison pratique, quoiqu'il soit illusoire pour la raison spéculative. Ainsi, nous constatons ici que Lévinas accepte d'identifier son concept de l'infini à la conception kantienne de l'idéal transcendantal. Dans le cours intitulé Idéal transcendantal, dispensé le 6 février 1976, Lévinas caractérise la visée de la raison se rapportant sur l'idéal transcendantal comme un mouvement au-delà de l'être. Je cite Lévinas, l'idéal transcendantal est pensé in concreto, mais Kant lui refuse l'être. En ce sens, la raison a des idées qui vont au-delà de l'être. Fin de la citation. L'idéal transcendantal est une présupposition indispensable pour l'usage pratique de la raison. Kant enseigne la libération de l'idéal transcendantal de la part de l'être, de la part de réalité, au sens de Wirklichkeit kantienne, de la part de l'objet de la connaissance. Ainsi, nous voyons qu'en contraste avec Heidegger, qui tente d'élaborer la structure de la connaissance ontologique et d'englober dans cette tentative la dialectique transcendantale, Lévinas laisse l'idéal transcendantal, dont traite la dialectique transcendantale, comme au-delà de la connaissance ontologique. Cette attitude lévinasienne est plus manifeste dans le texte que nous verrons maintenant. Dans le dit et le dire, 1971, Lévinas revient sur la notion kantienne de l'imagination transcendantale. Il décrit tout d'abord la temporalisation de la synthèse de l'imagination transcendantale, telle qu'elle est décrite par Heidegger, mais ensuite il situe cette synthèse au sein du langage, ou plus exactement au sein du dit. Lévinas soutient que le traumatisme que le sujet subit de l'autrui précède toute fonction de l'imagination transcendantale qui, au niveau de l'a priori, prépare à recevoir les données. Je cite Lévinas. Avant les synthèses d'appréhension et de reconnaissance, s'accomplit la synthèse absolument passive du vieillissement. C'est par là que le temps se passe. Fin de la citation. Ainsi, nous constatons que Lévinas situe la temporalisation et l'affection en deçà de l'imagination transcendantale. Il revient aussi dans la proximité, article publié en 1971, je cite, « La passivité de l'affection est plus passive que la réceptivité radicale dont parle Heidegger à propos de Kant, où l'imagination transcendantale offre au sujet une alvéole de néant pour devancer la donnée et l'assumer. » Fin de la citation. Nous constatons ici que Lévinas traite la fonction de l'imagination transcendantale qui rend possible, selon la première déduction, la synthèse de l'appréhension dans l'intuition, de la reproduction dans l'imagination et de la recognition dans le concept, dans le déjà dit, à savoir au niveau ontologique. Et Lévinas décrit la temporalisation comme vieillissement en deçà de cette fonction de l'imagination transcendantale. Comme il déclare dans un autre article, La substitution, 1968, la relation avec autrui précède et met en échec tout schématisme. En plus de cela, Lévinas déclare que l'événement de la substitution, le fait d'autrement qu'être, n'est pas le produit d'une imagination transcendantale. C'est dans le même article, La substitution. En effet, c'est ici que nous voyons clairement que Lévinas distingue nettement l'idéal de la raison et l'idéal en tant que produit de l'imagination transcendantale. Comme nous l'avons vu, le Heidegger de Kant peut confier à l'imagination transcendantale le rôle ultime de l'unification originaire, n'hésite pas à identifier ces deux sortes d'idéal, à savoir l'idéal de la raison et l'idéal comme produit de l'imagination transcendantale. À l'opposé, Lévinas restitue l'esprit conscient. L'idéal de la raison n'est pas simplement distingué de l'idéal comme produit de l'imagination empirique, mais distinct de l'idéal en tant que produit de l'imagination transcendantale. Ce n'est pas l'imagination transcendantale qui donne l'unification en forme en eux, mais c'est la raison pratique qui seule peut légitimement viser l'infini et l'idéal transcendantal, et l'enjeu de la dialectique transcendantale consiste, au jeu de Lévinas, à interdire de traiter cet infini comme ontologique. La notion de l'infini est, quoi qu'elle soit illusoire pour la raison spéculative, nécessaire pour la raison pratique. Cependant, cet aspect de la philosophie de Kant que Lévinas souligne reste hors de l'intérêt de Heidegger qui concentre toute son attention sur l'élaboration de la question de l'être. Pour Lévinas, la nécessité de l'idéal transcendantal pour la raison pratique
et l'interdiction de son usage spéculatif portent une ultime valeur de la philosophie kantienne. Donc je entre dans la conclusion. Nous avons vu que Heidegger s'appuie sur la distinction kantienne entre l'intuition sensible, empirique, et l'intuition sensible, non empirique, à savoir le temps et l'espace, et discerne ici une distinction de l'étant et de l'être de l'étant. C'est à partir de là Heidegger développe sa thèse selon laquelle le temps s'identifie à l'être. Ici, le temps et l'être se caractérisent par leur finitude originaire, marquée par la sensibilité qui ne peut être qu'affectée. Ainsi, chez Heidegger, l'épistémologie, au sens de connaissance ontologique, et l'esthétique, au sens de l'esthétique transcendantale, s'unissent et vont jusqu'à absorber la dialectique transcendantale qui se porte sur l'idée d'infini. Nous avons constaté le danger qui consiste à identifier l'idéal de la raison à l'idéal comme produit de l'imagination transcendantale. Si cette identification était possible, cela signifierait que la connaissance ontologique atteindrait l'idéal transcendantal, ce qui contrariait l'enseignement de la dialectique transcendantale. C'est sur ce point précis que Lévinas met le doigt. Il rappelle que l'idéal transcendantal est commandé par la seule raison pratique. Il se situe au-delà de l'épistémologie, et l'esthétique consiste dans le fait d'être affecté par l'infini sans que le sujet puisse s'en apercevoir. Merci. Merci Massoumi, c'était très dense. Voilà. Nous avons un peu de temps, donc Joël. Oui, alors Massoumi, je vous remercie. Hein, comme d'habitude, bon, c'est toujours très complexe, mais toujours très riche. Hein. Et étant donné que c'est vrai que je travaille sur les écrits de Lévinas avant-guerre, donc j'ai été particulièrement sensible à ce que vous avez dit, en particulier de l'article, enfin le compte-rendu de 1934, donc que Lévinas consacre à cet heideggerien, hein, ce disciple de Heidegger. D'abord, c'est vrai que toute cette interprétation de Heidegger, c'est l'élément central du fameux débat de Davos, et bien sûr un désaccord évidemment total entre Cassirer et Heidegger, évidemment. Alors d'abord, ce que je veux remarquer, si je me souviens bien, c'est que cette remarque de Lévinas, hein, bien frappé. Hein, nous nous méfions des entreprises qui, sous prétexte de découvrir la signification profonde d'une philosophie, commencent par en négliger la signification exacte. Hein. Alors, il avait un peu ce qu'on dit en hébreu de la chutzpah, hein, parce qu'il était tout jeune et il n'est pas allé de main morte, c'est vrai. Mais c'est exactement ce que Cassirer a répliqué à Heidegger, hein, dans sa remarque. Hein, et c'est intéressant que Lévinas reprenne, évidemment, cette remarque de Cassirer. Et d'abord, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on a, enfin même un petit peu peut-être à cause de la manière dont Lévinas présente les choses, dans Qui êtes-vous en particulier, on a l'impression que ça lui a pris du temps, hein, jusqu'à ce qu'il retourne, enfin qu'il regrette son adhésion. Son adhésion enthousiaste à la position de Heidegger à Davos et sa préférence pour Heidegger par rapport au grand humaniste qu'était Cassirer. Et on voit que dès 1934, en fait, il regrette. Hein, il regrette. Enfin, peut-être il regrette. Je ne sais pas si peut-être que vous pouvez ajouter quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment un retour à ce que dit Cassirer. Peut-être qu'il ne peut pas retourner totalement à cette interprétation. Et donc là, il y a un élément intéressant. Maintenant, ça c'est vraiment une question que je me pose dans mon travail, parce que je pense aussi que, d'un côté, il y a un contraste qu'on a pu trouver vraiment frappant entre Martin Heidegger et l'ontologie, où Lévinas, beaucoup disent, beaucoup de commentateurs qui connaissent bien mieux Heidegger que moi, disent c'est un article apologétique. Lévinas n'est pas encore critique, et donc on pourrait dire que il cite cet argument de Heidegger, hein, ce grand argument, enfin ce thème central de sa position, de son discours à Davos, mais sans le critiquer. Moi je me pose une autre question en travaillant sur ces textes, c'est qu'il est possible au contraire que
dans cet article sur Martin Heidegger et l'ontologie. D'un côté, Lévinas donc fait bien sûr une exposition des thèses principales des articulations d'être et temps. Et d'un côté, c'est vrai qu'il met, il met en évidence, parmi les points qu'il met en évidence, hein, les nombreux points qu'il met en évidence, il y a certains points auxquels il a adhéré, où il a trouvé que la grandeur d'Heidegger résidait dans ces points jusqu'à la fin de sa vie, hein, bien sûr la verbalité de l'être. Mais je me suis demandé quand même si justement, dans sa manière d'exposer, par exemple, hein, cette thèse de Heidegger, qui apparaît vraiment comme étant neutre, ou peut-être encore le signe d'une admiration pour Heidegger, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une manière, en fait, de mettre en évidence les points qu'il va critiquer seulement, parce que c'est seulement 2 ans plus tard. Hein. Oui. Alors évidemment, on peut dire c'est l'adhésion d'Heidegger au nazisme. Enfin, on explique souvent, et moi je pense que bien sûr c'est un élément très important. Mais bon, de toute façon, il le savait déjà dès 1932. Hein, Lévinas le dit très clairement. Mais je me demande en fait s'il n'y a pas justement déjà, si vous voulez, un élément de sa critique, hein, parce que sinon, comment expliquer qu'il est ce revirement, hein, soudain, c'est quelque chose qui s'est préparé avant. Hein. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si, voilà, si vous, c'est une remarque que je tenais à faire. Oui, merci beaucoup. En fait, vous connaissez très, très, très bien, donc je n'ai pas de choses à rajouter, mais on peut dire que, comment dire, ce n'est pas tout simplement virement comment dire, attitude de Lévinas entre 1932 et 1934, c'est pendant 2 ans. Je veux dire que c'est c'est comment dire, critique de lecture de Kant, c'est-à-dire puisque Kant Bouffe, comme déjà il a assisté dans la conférence de Davos, et il a déjà assisté à cette conversation de Cassirer, tout ça, mais cette lecture était inexacte. C'est là que donc ce n'est pas tout simplement il critique Heidegger, mais il critique cette lecture, puisque c'est une, comment dire, coup de force un peu. Mais en même temps, il comprend très bien, je pense, la valeur de cette Kant Bouffe, qui est vraiment, puisqu'il reprend cette notion d'imagination transcendantale jusqu'à autrement qu'être hors de la naissance, c'est-à-dire il apprécie autrement. Tout simplement, il dit que c'est inexact, c'est la lecture forcée, je pense. Oui. Oui. Et surtout, dans le cas de... Je ne suis pas sûre si, comment les critiques de cette lecture heideggerienne faite par Cassirer et faite par Lévinas sont identiques, puisque dans le cas de Lévinas, je pense que l'importance porte sur la notion de finitude et l'infinitude. Donc, puisque Heidegger parle de l'infinitude à la fin de Kant Bouffe, Unendlichkeit, l'infini, mais c'est dans la dimension ontologique. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable à partir de lecture lévinassienne de Kant. Oui. Donc. Voilà. Bon, écoutez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un quart d'heure.